Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous en cette heure précise pour un contact de l'actualité nationale et internationale. Nous sommes mardi 14 décembre et voici les titres. CEDEAO, la nouvelle équipe de la Task Force pour la libre circulation installée. Mohamed Ibn Chambas et sa team vont travailler à faciliter les déplacements des personnes et des biens dans l'espace. Fin du suspense pour les Burkinabés qui, depuis hier nuit, connaissent la composition du nouveau gouvernement. La Sina Zerbo a sous sa coupe une équipe de 26 ministres contre 34 pour le gouvernement sortant. Entre les départs et les retours et les nouveaux arrivants, nous vous ferons le point complet dans un instant. Covid-19 au Burkina Faso, la lutte continue et de plus belle. Le ministère de la Santé lance 10 jours de campagne de vaccination à compter d'aujourd'hui. Bien que d'envergure nationale, cette opération ne concernera que les régions les plus affectées par la maladie. Libre circulation dans l'espace CEDEAO, la nouvelle équipe de la Task Force installée ce jour 14 décembre 2021. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, champion de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, a procédé ce matin à l'installation de la deuxième équipe de la Task Force de l'espace communautaire sur le schéma de libéralisation des échanges. Cette équipe, composée de 7 membres et dirigée par Mohamed Ibn Chambas, a pour mission de travailler à lever les entraves à l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. Michael Tougri. J'invite chacun. Dans son discours d'installation de la nouvelle équipe de la Task Force, le président du Faso a félicité l'équipe sortante qui a su tracer les sillons pour permettre un renforcement de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, la Task Force est un outil opérationnel de la CEDEAO dans la facilitation des échanges dans la sous-région. Une sous-région de la CEDEAO qui couvre une superficie de 6 millions de kilomètres carrés pour un marché de plus de 400 millions d'habitants. La toute première équipe de la Task Force a été installée ici même à Ouagadougou le 20 mai 2016. Une équipe qui, sous la présidence du général Salou Djibo, a initié plusieurs activités dans le sens d'une effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Il s'agit principalement de missions de plaidoyer dans les 15 États membres, de missions de monitoring, de missions inopinées et de la tenue régulière des réunions annuelles. C'est le lieu pour moi de renouveler ma profonde gratitude et mes sincères félicitations à l'équipe sortante pour les importantes avancées auxquelles elle est parvenue. En dépit des efforts consentis et des actions entreprises, la libre circulation des personnes et des biens peine à être une réalité tant les barrières auxquelles elle se heurte sont nombreuses. Créée le 25 novembre 2015, la Task Force a pour mission d'assurer l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire et du règlement à l'amiable des litiges entre les États membres, ainsi que de plaider et de faire de la médiation auprès des autorités des États. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a invité la nouvelle équipe conduite par Mohamed Ibn Chambas à travailler afin que l'intégration et la libre circulation des biens et des personnes soient davantage renforcées dans l'espace CEDEAO. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cette cérémonie d'installation qui permettra aux membres de l'équipe entrante de poursuivre et de renforcer les sillons déjà tracés en matière de libre circulation des personnes et des biens par l'équipe sortante sous le leadership du président Salou Djibo. J'invite chacun à un engagement plus grand pour une sous-région débarrassée de toute barrière. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour accompagner la commission de la CEDEAO et toutes les structures en charge de la promotion de l'intégration dans la mise en œuvre de toute initiative en faveur de la libre circulation et de la construction d'un marché commun. Le président de cette nouvelle équipe de la force TAS, Mohamed Ibn Chambas, a traduit toute sa reconnaissance et la responsabilité et dit s'engager avec les autres membres à relever le défi de la libre circulation des biens et des personnes dans un contexte de crise sanitaire où les populations de l'espace CEDEAO doivent se soumettre aux politiques de restriction de leurs mouvements.
Le Burkina Faso a un nouveau gouvernement depuis 24 heures. Une équipe de 26 ministres avec à sa tête Lassina Zerbo. Cette nouvelle composition resserrée enregistre 19 départs et 10 nouveaux venus. Tous les détails et précisions avec Adam Skaled Ouedraogo. Quelques heures seulement après son installation à la primature, le nouveau Premier ministre a dévoilé son équipe gouvernementale. Un gouvernement de combat de 26 membres contre 34 pour le précédent. 19 ministres ont donc fait les frais de la vision du chef de l'État de mettre en place une équipe resserrée et soudée. Et parmi ces ministres débarqués figurent certains qui sont considérés comme très proches du président du Faso. Il s'agit notamment d'Alpha Bari, Éric Bougouma, Clémence Ouedraogo, Aruna Kaboré, Laurence Marshall Eliboudé et Stéphane Sanou qui occupaient le poste de secrétaire général du gouvernement. Un poste qui échoit désormais à Fatoumata Benoît Yatassaï, gouverneur de la région du Plateau central. Au titre des nouvelles arrivées, 2 anciens ministres font leur retour. Rosine Souri Koulibaly, ancienne ministre de l'économie et des finances dans le premier et deuxième gouvernement de Paul Kabatieba, qui devient la patronne de la diplomatie burkinabé. C'est aussi un comeback pour Smaïla Ouedraogo, nommé ministre de la Transition écologique et de l'Environnement. Pour plus d'efficacité, plusieurs ministères ont été redimensionnés ou fusionnés. Ousseini Tamboura, en plus de la communication, a aussi en charge la culture. Il cède cependant le titre de porte-parole du gouvernement au professeur Alkassou Maïga. Le sport, la jeunesse et l'emploi sont désormais l'affaire d'un seul département ministériel, dirigé par l'ancien président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano. Autre fait majeur à signaler pour ce gouvernement Lassina Zerbo, la création d'un ministère plein en charge de la prospective et des réformes structurelles. Lutte contre le Covid-19. Le ministre en charge de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a procédé ce mardi 14 décembre au lancement d'une grande campagne de vaccination. Cette campagne, qui va s'étendre jusqu'au 23 décembre prochain, concerne uniquement les régions les plus touchées par la pandémie, à savoir le centre-ouest, le sud-ouest et les hauts-bassins. Sanata Siri. Ce sont environ 1 700 000 personnes qui sont visées à travers cette campagne de vaccination contre le Covid-19 pour une cible de 10% de la population au Burkina Faso d'ici le 31 décembre 2021. L'objectif de cette campagne de vaccination à grande échelle, selon le ministre Charlemagne Ouedraogo, c'est de vacciner le maximum de personnes au Burkina Faso et permettre à la population d'avoir le vaccin à proximité. À la date d'aujourd'hui, ce sont 467 000 personnes qui ont été vaccinées contre la maladie dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes à une couverture de 4,5%, ce qui est loin de notre objectif de 10%. C'est pour cela que nous avons lancé cette campagne, pour permettre aux populations d'avoir la vaccination à proximité à travers une stratégie avancée qui nous permettra de rapprocher les équipes de vaccination des populations. Cette vaccination concerne les personnes âgées de 18 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Nous invitons particulièrement toutes les personnes qui vivent avec une comorbidité, c'est-à-dire les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, de venir car ce sont des personnes fragiles, des personnes très vulnérables qui font les formes graves de Covid. Et au cours des 3 derniers mois de l'année, ce sont environ 300 cas de formes graves du Covid-19 qui ont été enregistrés au Burkina Faso, ayant nécessité une hospitalisation en réanimation, à en croire le ministre en charge de la Santé. Sur ces 300 cas, nous avons perdu un tiers environ, c'est-à-dire que nous avons perdu environ 100 personnes. Et parmi ces personnes, il n'y avait pratiquement aucune personne qui a été vaccinée auparavant. C'est dire que les formes graves de Covid-19 se recrutent parmi les personnes non vaccinées et également les personnes décédées de Covid sont le plus souvent des personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est pour cela que nous insistons pour attirer l'attention de la population que le vaccin est un vaccin efficace, c'est un vaccin qui protège, c'est un vaccin qui permet de ne pas faire les formes graves de Covid et de ne pas endeuiller nos familles. Les vaccins disponibles au Burkina Faso sont AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson et Pfizer. La campagne se déroule du 14 au 23 décembre 2021 et la première phase concerne les régions du centre-ouest, du sud-ouest et les hauts-bassins, considérés comme l'épicentre de la pandémie. Occasion pour le ministre en charge de la Santé d'inviter les populations de ces régions à adhérer massivement à la campagne.
Affaire Norbert Zongo, l'avocat de la partie civile rend compte de l'évolution du dossier. Dans la soirée de ce lundi 13 décembre 2021, le centre de presse Norbert Zongo a reçu les journalistes dans le but de faire l'état des lieux des avancées juridiques. L'avocat de la défense, Maître Prosper Farama, a donné les détails de cette affaire. Le thème à l'ordre du jour était quel sort juridique pour le dossier Norbert Zongo. Mamidriana Kamabou. De l'entame de son propos, l'avocat de la partie civile dans l'affaire Norbert Zongo, Maître Prosper Farama, a fait le rappel historique sur les péripéties qu'a connu le dossier du drame de Sapui du 13 décembre 1998 jusqu'à nos jours. Le 5 mai 2017, une mise en accusation et une demande d'extradition a été lancée contre François Compaoré, le principal accusé dans l'affaire. Quelques années plus tard, la justice française a affiché sa volonté d'extrader François Compaoré en donnant l'autorisation. En juillet dernier, les avocats de l'accusé ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, retardant ainsi la marche vers un procès. Donc malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme rend le 6 août sa décision provisoire qui dit à l'État, ayant examiné rapidement les éléments introduits par les avocats de François, et la Cour fait un communiqué pour dire, sans que ça n'ait une incidence quelconque sur le traitement du dossier à venir sur le fond, nous vous demandons de surseoir pour le moment à l'extradition de François Compaoré. 23 ans plus tard, l'affaire Norbert Zongo n'a toujours pas connu un jugement, mais Maître Prosper Farama estime que le dossier est suffisamment avancé. Pour lui, il est difficile de donner un délai pour un début d'une audience concernant le dossier. Sur le plan judiciaire, moi je ne pense pas vraiment que les avocats puissent faire quoi que ce soit. Ce qu'on peut peut-être espérer, parce qu'aujourd'hui on est entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne l'extradition, ce sont les avocats de l'État français qui plaident. Ce qu'on peut espérer de l'État burkinabé, c'est sur le plan diplomatique, d'attirer, d'insister, de réinsister à l'égard de l'État français sur l'importance de ce dossier au Burkina pour ce qui est de l'évolution et de l'ancrage des droits humains au Burkina. Pour que l'État burkinabé et ses avocats prennent ce dossier à bras le corps, très au sérieux à cœur. Pour l'homme de Troyes, la solution pour un dénouement de l'affaire Norbert Zongo se trouve au Burkina Faso. Il demande à la population de rester mobilisée jusqu'à ce que justice soit rendue. L'avenir des enfants au cœur de la 16e édition de Ciné Droit Libre. 2 conférenciers ont animé un dialogue démocratique sur le thème « Quel futur pour nos enfants ?» L'un des orateurs a proposé la refonte du système éducatif pour sortir de tous les maux qui minent le développement de l'Afrique. Aussi a-t-il été question de la technologie numérique et les parents ont été invités à prendre leurs responsabilités sur la question. Cette rencontre avec la jeunesse du Burkina s'est tenue ce samedi 11 décembre à Ouagadougou. Mamidriana Kamabou vous en parle. Quel futur pour nos enfants? Le thème central de la 16e édition du Festival Ciné Droit Libre a donc été le thème de ce dialogue démocratique. Une rencontre interactive entre les conférenciers et les jeunes qui ont répondu présents à ce rendez-vous. Le professeur Younoussa Sanfo est intervenu sur le dit thème en mettant un accent particulier sur le numérique. Selon son constat, les appareils technologiques mis sur le marché sont de plus en plus performants et la majorité des adolescents en possèdent. Selon cet expert en cybersécurité, cela nécessite un contrôle et la responsabilité parentale. Aux enfants, lorsqu'on leur remet du matériel technologique de type téléphone, s'ils ne sont pas encadrés, ils ont généralement une utilisation, une mauvaise utilisation. Donc, ce qu'on préconise, c'est de les encadrer et de les aider à maîtriser cette technologie sans en être des esclaves. Aux parents, nous leur disons que si vous remettez un téléphone à un enfant de 9 ans, vous avez la possibilité
de paramétrer l'autorisation, le contrôle parental, de façon à ce qu'un enfant de 9 ans ne puisse pas, par exemple, aller sur des sites violents. Le professeur Lasconi a articulé sa réflexion sur l'avenir des enfants face au modernisme et à l'acculturation. Pour lui, l'avenir des enfants est avant tout le système éducatif. À cet effet, il préconise la refonte de ce système. Et pour ce faire, il propose l'appel à l'ancrage culturel. En 2050, nous allons doubler notre population. Nous allons passer à un peu plus de 1 milliard à 2 milliards et demi. Donc l'enjeu, c'est l'éducation. Et c'est grâce à l'éducation que nous allons permettre à notre jeunesse de se projeter dans l'avenir. Un continent où il n'y a pas de perspective d'avenir, évidemment, nous allons assister impuissants à une hémorragie humaine. Les Africains sont complexes, doivent étudier et enseigner dans leur langue, les langues locales. Cette historiographie a également dénoncé la déportation de la jeunesse africaine vers l'Occident due au désespoir et au manque de perspectives sur le continent africain. Le professeur s'est également appesanti sur l'éducation ou sur la nouvelle forme d'éducation que doivent recevoir les enfants africains. Conférence de presse de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina ce 14 décembre. La nouvelle présidente de l'Union a donné des explications sur la crise au sein de la structure, crise ayant d'ailleurs conduit au remplacement de l'ex-président Hector Ouedraogo. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Le congrès extraordinaire du 3 décembre dernier n'aura finalement pas suffi pour résoudre la crise au sein de l'UNAPSB, Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina. En attendant la troisième assignation en justice de l'ex-président Hector Ouedraogo contre l'UNAPSB le 20 décembre prochain, la nouvelle équipe dirigée par Korotimi Traoré s'explique. Une structure des parents d'élèves doit travailler toujours dans l'intérêt des enfants. Une structure des parents d'élèves doit être toujours présente quand on a besoin d'elle. Et il y a eu plusieurs crises que le pays a connues où la structure n'était pas présente. C'est pour peut-être amener l'UNAPSB à jouer pleinement son rôle qu'on a décidé que Hector soit mis de côté et pour que l'UNAPSB puisse fonctionner avec toutes les différentes coordinations régionales. Après le silence de l'UNAPSB sur la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré et certains écarts de comportement observés de l'ex-président Hector Ouedraogo, il était important, selon les conférenciers, de sauver l'honneur de la structure. Pour ces derniers, il y avait une crise de collaboration et de confiance entre les autorités en charge de l'éducation et l'ex-président. Comment être solidaire avec le président qui a refusé de répondre aux questions légitimes du secrétariat exécutif? Comment qualifier cela si ce n'est du mépris? Comment être solidaire alors qu'il y a un trésorier général? Le président soit allé seul encaisser de l'argent à hauteur de millions et parfois du carburant au nom de l'UNAPSB sans en plus nous fournir une seule preuve matérielle de ce qu'il a perçu. Comment être solidaire quand le président demande à ceux qui partent en mission de lui reverser la moitié des frais de mission? La fêtière des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina est-elle finalement politisée? L'UNAPSB est une structure apolitique. C'est vrai que nous travaillons avec le ministère, nous travaillons avec le gouvernement, donc nous travaillons avec des hommes politiques. Et nous regardons les politiques dans le domaine de l'éducation et nous voyons dans quelle mesure nous pouvons les accompagner en attirant leur attention sur telle ou telle chose ou en disant si vous faites cela, est-ce que, je pense que c'est notre rôle et ça se limite à là.
Pour les conférenciers, la question de la légitimité de la nouvelle équipe dirigeante ne se pose pas. Le congrès extraordinaire du 3 décembre dernier s'étant tenu conformément aux textes et règlements de l'UNAPSB. Avec toutes les instances réunies et un quorum atteint, c'est en toute légitimité que le Congrès a statué du remplacement de Hector Ouédraogo à la tête de l'UNAPSB. Deuxième édition de la journée de l'inclusion financière. 3 associations du secteur des finances et de l'assurance ont organisé et procédé ce matin à l'ouverture de cette journée à Ouagadougou. L'idée de ces 24 heures est de permettre à la majorité des populations d'avoir plus aisément accès aux services financiers bancaires et d'assurance. L'événement a connu la participation de plusieurs personnes. Serge Kaboré vous en fait le point. Porter à 75% la proportion de la population adulte ayant accès et utilisant des produits et services financiers abordables d'ici à 2023, c'est l'objectif global de la stratégie nationale de finances inclusives sur la période 2019-2023. Afin de promouvoir et accompagner un tel défi, la deuxième journée de l'inclusion financière s'est ouverte ce mardi en présence du ministre en charge des Finances. Mieux une population est éduquée, mieux elle connaît les modes et les actions de financement, mieux cette personne-là, cette population est plus apte à rembourser. Et donc, dans tout ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que les prêts ou les services, quel que soit dans le domaine de l'assurance, les services qui sont donc offerts par l'ensemble des acteurs, que les acteurs puissent mieux choisir les produits les plus adaptés à leurs besoins. Placé sous le thème « Rôle de l'éducation financière dans la promotion de l'accès des populations aux services financiers », cette journée est conjointement organisée par 3 associations que sont l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina, l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Burkina Faso. Nos 3 associations qui forment en réalité le secteur financier aujourd'hui ont décidé de se donner la main pour travailler à la réalisation des objectifs donc de l'inclusion financière dans le cadre de la stratégie qui a été adoptée dans notre pays. Cette année, nous avons estimé qu'il était important de travailler, d'étudier, de présenter donc le thème sur l'éducation financière. Et donc pour cette journée, c'est l'éducation financière qui est mise au centre en réalité de nos réflexions, et cela va nous permettre au bout de cette journée de formuler des recommandations allant dans le sens véritablement de contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là. L'objectif global de cette journée est de présenter aux participants le périmètre de l'inclusion et de l'éducation financière au Burkina Faso, donner les outils nécessaires aux participants pour l'éducation financière de leurs clients en vue d'une meilleure utilisation des services financiers. L'Office national d'identification, ONI en abrégé, dépose officiellement ses valises dans la région du Nord. Ce vendredi 10 décembre à Waiguya, l'ONI a effectivement ouvert son antenne régionale dont la capacité de production est de 1000 CNIB jour. Cette action est à inscrire dans le cadre du processus de décentralisation des services de l'ONI. Sanata Seri. C'est une bonne nouvelle pour les populations de la région du Nord. Cette région dispose désormais d'une antenne régionale de l'Office national d'identification, ONI. Fonctionnelle depuis le 12 juin 2021, la dite antenne a délivré plus de 50 000 cartes nationales d'identité au profit des populations de la région. L'ouverture de cette antenne régionale, selon le secrétaire général du ministère de la Sécurité, s'inscrit dans le cadre de la décentralisation des services de l'ONI. Pour lui, l'identification des populations est plus que nécessaire de nos jours, au regard de la situation sécuritaire difficile dans le pays en général et dans cette zone en particulier. Je pense que nous sommes dans un contexte assez difficile et c'est pour ça que, n'est-ce pas, en implantant une antenne régionale de l'ONI, ça permet donc d'avoir des CNIB, ce qui permet donc d'identifier les personnes. Et quand on parle donc d'identifier les personnes, vous vous en doutez bien, je crois que ça permet d'éviter certaines situations dommageables que nous connaissons. Je voudrais donc profiter, demander à la population vraiment de fréquenter cette direction, enfin, cette antenne régionale qui est donc un outil pour donc cette population-là.
Selon le directeur général de l'ONI, la question des délais de délivrance des CNB constituait l'un des défis majeurs de l'Office national d'identification. L'ouverture de ces antennes régionales vient donc pallier ce problème, car elles vont permettre d'accélérer le processus de délivrance dans les régions bénéficiaires. Vous convenez avec moi que si une donnée doit quitter par exemple Tiou ou Gambo ou Kain, venir à Waïouia pour être ensuite transmise à Ouagadougou, convenez qu'il peut s'écouler facilement même 2 mois avant que le centre de production de Ouaga ne puisse même voir la demande de CNIB. C'est pourquoi l'étude a conclu que pour régler ces questions de délai et mitiguer en fait les impatiences des populations, il faut faire en sorte que le centre de collecte soit au plus près du centre de production. C'est ce qui a conduit à installer l'antenne ce matin et dans les autres régions. Donc l'avantage pour les populations, c'est d'avoir en un temps relativement court les cartes nationales d'identité pour pouvoir mener à bien les activités de la vie civile. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la visite guidée des locaux de la nouvelle antenne régionale. Occasion pour le chef d'antenne d'expliquer aux visiteurs du jour le processus d'établissement d'une carte nationale d'identité. On balance les photos, ça c'est le premier processus. Et il y a la gestion de l'eau qui sont chargés d'introduire les demandes. Après la demande passe au niveau de la saisie, c'est saisi par les contracteurs de l'ONI. Le personnel policier ou gendarme puisqu'ils sont à l'ONI. Et c'est eux qui sont chargés de corriger là-bas en conformité avec l'acte de naissance fourni. Et après la saisie, la supervision, ça va maintenant à Ouagadougou pour la vérification. On appelle la vérification centrale. Bon, notamment par la connexion. Si vous avez la machin que, sinon la carte c'est en 72, mais si vous avez le machin que il n'y a pas de connexion, ça peut traîner. Et après la vérification de Ouagadougou, ça revient maintenant à Waïouia pour la production. L'antenne régionale du Nord a un potentiel de production de 1000 CNB par jour. Elle est animée par 40 agents, répartis dans différents postes de travail. L'ouverture de cette antenne régionale de l'ONI, faut-il le rappeler, fait suite à celle de l'Est, de la boucle du Mouhoun et du centre-nord. C'est la région du Sud-Ouest qui sera la prochaine région à bénéficier d'une antenne de l'ONI. Et nous terminons avec du sport. La 13e édition du semi-marathon altitude Naouri a tenu toutes ses promesses dimanche dernier à Pau. Ce sont au total 157 athlètes qui ont pris le départ du centre-ville de Pau pour 41 km d'efforts physiques. C'est l'Ivoirien Soumaïla Traoré qui au final est sorti vainqueur de cette 13e édition. Yacine Tassawadougou. C'est l'athlète ivoirien Soumaïla Traoré qui est le vainqueur de la 13e édition du semi-marathon de l'altitude Naouri. Il a mis 1h22 13 secondes pour arriver au sommet du pic. Il est suivi par le Burkinabé Inoussa Semporé, arrivé deuxième en 1h22 45 secondes. Le champion de l'altitude Naouri dit y arriver grâce à une bonne préparation. C'est les entraînements, sincèrement c'est les entraînements. Depuis le départ, je n'ai pas amusé. Je me suis gardé la nuit jusqu'à fin la 21 km. Mais maintenant, après les 21 km, là, ça c'est vraiment autre level parce que là, ça monte très fort. Donc, ça monte plus de 400 mètres de montée. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Voilà, donc, parce que ça, maintenant, c'est les questions d'expérience. Savoir attaquer, savoir grimper, tout ça. Donc, ce n'est plus la rapidité, mais c'est la force dans les âmes qui t'envoie à l'arrivée. Le ministre des Sports et des Loisirs, qui a donné le top départ de cette 13e édition, apprécie positivement cette activité sportive, mais soulève certaines inquiétudes, surtout infrastructurelles. Il promet mettre cette question en perspective. Oui, j'ai vu, il y a des satisfactions, il y a des inquiétudes. Vous savez que c'est des compétitions qu'on doit pouvoir inscrire dans l'agenda africain de l'athlétisme. Ça suppose qu'il faut que la route qui mène du goudron au pied du pic soit réhabilitée. Ça suppose qu'un certain nombre d'infrastructures puissent être installées. Et nous allons voir dans les jours à venir ce qui peut être fait pour que ces genres de dispositions puissent être prises pour permettre que
la prochaine édition se déroule dans les meilleures conditions. Paris réussi pour les promoteurs qui appellent à plus de partenariats et à plus de soutien pour cet événement. L'Altitude Naouri aujourd'hui, c'est la compétition unique, spéciale sur le continent. En l'absence de l'ascension du Mont Cameroun, l'Altitude Naouri reste la référence aujourd'hui au niveau continental et donc une des compétitions d'athlétisme les plus relevées, les plus difficiles et pour laquelle nous avons aussi des difficultés à mobiliser les partenaires, il faut le dire, et c'est le moment d'appeler les différents partenaires à comprendre que cet événement, la mairie doit être soutenue pour qu'il ne disparaisse pas de la carte du monde. Nous sommes contents de la mobilisation aujourd'hui et nous espérons que la mobilisation montrer à ceux qui veulent, qui croient en nous, puissent nous suivre. Appel déjà entendu puisque les partenaires à cette édition, au vu de l'engouement autour de cette compétition, sont prêts à toujours accompagner. L'affluence, la population qui s'est mobilisée ce matin pour venir voir la manifestation, cela traduit l'intérêt de la population elle-même. Et je ne vous dirai pas, vous avez remarqué qu'il y a jusqu'à 200 athlètes inscrits malgré les conditions difficiles qu'avait notre pays. Cela traduit l'intérêt que la jeunesse accorde à cette manifestation. Elle s'y reconnaît, elle y voit un cadre pour elle pour s'épanouir, pour s'élever à un niveau international. Et c'est pour ça que je dirais que notre objectif est atteint et nous sommes très satisfaits. Ça fait bientôt 3 ans que nous accompagnons cette activité, que nous l'observons et nous voyons qu'elle atteint régulièrement ses objectifs. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans une dynamique d'accompagnement durable qui permet à cette activité de gagner davantage en capacité et en puissance. 157 athlètes ont pris part à cette 13e édition, dont 21 filles. Brigitte Zanet est la première au niveau des filles et Lamine Bonkungu, le plus âgé de cette compétition, 63 ans, ont été récompensés par le ministre des Sports et des Loisirs. Rappelons que le premier prix à cette compétition s'élève à 700 000 francs CFA. Le deuxième, quant à lui, repart avec 500 000 francs CFA. Le troisième s'en sort avec 350 000 francs CFA. Le quatrième, 250 000 francs CFA. Et le cinquième, 150 000 francs CFA. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.